Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt, le ministre délégué en charge des comptes publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous avez écouté attentivement ce qu'on racontait juste avant avec l'OFCE sur les fraudes sociales demain. Il y a donc l'Assemblée nationale qui va rendre un rapport, une commission d'enquête qui a été lancée en début d'année. Difficile, on a tous les chiffres qui circulent, 140 millions d'euros de fraude aux prestations sociales, 30 milliards. Vous savez ce qui se passe? On sait. En matière de fraude fraude sociale, aux prestations sociales. Fraude aux prestations sociales comme en matière de fraude fiscale, le plus compliqué est justement de savoir de quoi nous parlons. Parce que c'est dissimulé. C'est dissimulé et si nous connaissions exactement le montant de la fraude et son périmètre, nous la poursuivrions et nous la sanctionnerions. Ouais. Donc les rapports parlementaires, les travaux de la Cour des comptes sont utiles et vont nous servir tout simplement pour muscler l'arsenal à chaque fois que c'est nécessaire. Mais si vous deviez l'évaluer aujourd'hui? C'est compliqué à évaluer, je le répète, dire que tel ou tel montant serait dissimulé. Parce qu'on est en milliards d'euros, on est manifestement en milliards d'euros. C'est très certainement des milliards d'euros. Et aujourd'hui, des milliards d'euros. Et je reprends les mots de l'intervenant précédent de l'OFCE. Il y a des fraudes à la prestation, il y a des fraudes à la cotisation, il y a des fraudes de nature fiscale. C'est un ensemble de fraudes, plus ou moins organisées. Parfois des fraudes individuelles, parfois aussi des fraudes organisées, avec des montants très différents. Mais à l'ère où on est à 10% de déficit public, même si ça n'a pas duré, chaque milliard compte. Chaque milliard compte, et quand bien même nous serions à l'équilibre, l'argent public doit être dépensé justement. Oui, c'est juste. Bon, donc on ne sait pas, on en saura peut-être un peu plus demain avec ce rapport. On parle de croissance, ou plutôt de décroissance. Au final, quand on écoute l'INSEE qui nous dit 2020, ça sera un peu mieux que prévu, moins 9%, le gouvernement, la Banque de France aujourd'hui, il est à moins 8,9% pour l'instant, mais je crois que ça va être amené à évoluer. Le gouvernement est toujours sur du moins 11%, mais elle date un petit peu. C'est une prévision, moins 11%, qui date du mois de juillet, oui. Lorsque nous avons fait adopter par le Parlement le 3e projet de loi de finances rectificative. Oui. Aujourd'hui, les choses vont, non pas mieux, mais peut-être un peu moins mal que prévu. Oui. Nous avons une activité qui repart, nous avons, puisque ce sont des indicateurs de mesure, des recettes fiscales qui sont à des niveaux un peu moins dégradés que ce que l'on craignait au mois de juillet. Et donc, sur lesquelles recettes fiscales? C'est plutôt une bonne idée. C'est le cas sur l'ensemble des recettes fiscales, la TVA, l'impôt sur les sociétés. Ça rentre un peu mieux ou un peu moins mal que prévu? Voilà, on va dire que ça rentre moins mal. Les rentrées fiscales rentrent un peu moins mal que prévu. Mais nous restons extrêmement prudents. On peut avoir des chiffres, pardon, là-dessus? Avec Bruno Le Maire, nous aurons l'occasion, nous l'avons dit, de mettre à profit, si l'on peut dire, l'examen du projet de loi de finances pour 2021 pour revoir les prévisions qui sont celles de l'année 2020 et de l'année 2021. Donc ce sera pour quand ça? Nous sommes aujourd'hui sur une prévision à moins 11, vous l'avez dit, et d'ici la fin du mois de septembre, le projet de loi de finances sera présenté fin septembre au Conseil des ministres, nous aurons l'occasion de revoir cette prévision. Autour de moins 10? Avec de la prudence, avec de l'attention, puisque ça n'est pas une information nouvelle, mais nous sommes encore dans une période d'incertitude. Oui. Incertitude sur l'activité économique, incertitude sur les échanges internationaux et incertitude sur le front de l'épidémie et de la situation sanitaire. Bon, donc on ne vous ferait pas du moins 9 comme la Banque de France et l'INSEE, vous serez peut-être plus prudent. Nous regardons chacune des prévisions. Vous avez cité l'INSEE, la Banque de France, il y a d'autres institutions, organismes, y compris privés, qui nous livrent leurs analyses et leurs prévisions. Nos propres services y travaillent et nous avons à la fois la volonté d'être le plus proche possible de la réalité, c'est le principe d'une prévision, et d'avoir une prudence, non pas une réserve parce que nous voulons que ça marche, mais d'avoir la prudence propre à la situation. Ce que je note aussi, et ce qu'il faut souligner, c'est que les outils que nous avons mis en place avec le chômage partiel, avec le fonds de solidarité, avec les premiers outils de relance, je pense à la prime pour l'embauche des jeunes, la prime pour l'apprentissage, la prime pour la conversion des véhicules qui a très très bien marché et qui fonctionne bien, c'est aussi la démonstration de l'efficacité de ces outils. Parce que si les choses vont moins mal que prévu au niveau économique, c'est aussi parce que l'État a répondu présent. Rentre un peu moins mal, c'est aussi parce que les salaires ont été conservés. L'État a répondu présent, l'État s'est investi, l'État soutient l'économie, soutient les Français. Mais en cette rentrée, vous l'avez dit, incertitude sur le front sanitaire, sur les échanges, enfin voilà, comment est-ce qu'on est? On a encore l'OMS ce matin qui nous dit que l'automne sera plus dur, avec plus de morts, plus de cas de contamination sur octobre-novembre. Comment est-ce qu'on fait pour être optimiste? D'abord, on regarde ce qui se passe et on se mobilise. Le projet de loi de finances que nous allons présenter au Conseil des ministres fin septembre et ensuite au Parlement. C'est un projet de loi de finances qui retrace, qui reprend les priorités du gouvernement et du président de la République. C'est aussi un projet de loi de finances qui va porter la mission relance, le plan de relance et son financement. Ouais, mais sur 100 milliards de plan de relance, il n'y aura, si j'ai bien compris, que 30 milliards d'engagés sur 2021, si j'ai bien compris. C'est 30 milliards que nous voulons décaisser en 2021. Ouais. Un tiers, on décaisse en 2021. Mais c'est très facile à comprendre. Nous mettons en œuvre toutes les mesures dans les 2 ans. Sauf qu'en général, lorsque vous investissez, vous attendez que le chantier soit terminé pour payer les factures. Vous pouvez faire des acomptes, mais vous attendez que ce soit terminé pour payer les factures. Et donc, il y a une différence entre l'engagement et le décaissement. Ce que nous voulons, c'est aller vite. Et le plan de relance est fait pour booster l'activité dans les 2 ans qui viennent. Donc, pour insuffler de l'optimisme, votre réponse, c'est plan de relance, plan de relance, plan de relance. La protection de l'emploi,
la protection de l'emploi, parce que lorsqu'on a mis en place le chômage partiel tel qu'on l'a mis en place au printemps, avec plus de 30 milliards engagés, lorsque les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un dispositif d'activité partielle de longue durée et que nous laissons le chômage partiel à un très haut niveau le temps que ces accords soient conclus, la priorité des priorités, c'est garantir et maintenir les compétences dans les entreprises, garantir les emplois et le revenu des salariés, et donc garantir aussi cette confiance et cette capacité à envisager l'avenir. Quels indicateurs vous avez, peut-être qu'on n'a pas, pour dire que ça va un peu moins mal, que ça va un petit peu mieux? Qu'est-ce qu'on regarde quand on pilote on regarde d'abord les prévisions de croissance et les résultats de croissance au fil des trimestres. Mais ça, c'est retardé. En plus spontané, il n'y a pas de... On parle souvent des cartes bancaires, les noms de dépenses par carte bancaire. Il y a les dépenses par carte bancaire, il y a les dépenses qui sont engagées par les collectivités et qui sont mises en œuvre par les services des finances publiques. Ça dit quoi, ça dit quoi? Il y a les relevés, ça se dit que ça se tient plutôt bien et que l'investissement public se tient aussi. Et puis il y a des relevés de recettes que l'on réalise échéance après échéance sur le nombre d'entreprises qui demandent des reports d'échéances sociales auprès des URSSAF ou qui sont en capacité d'honorer leurs échéances. Et là aussi, on mesure que les choses vont, pour reprendre l'expression, moins mal que prévu. Ouais. Peut-être qu'on peut même être pessimiste et dire que ça va mieux que prévu. On est dans une récession moins importante. Ça reste un chiffre qui est dramatique bas et une situation économique qui est compliquée. Et puis, nous avons des entreprises qui rencontrent des difficultés, des plans sociaux qui sont annoncés. On va en parler. On ne peut pas dire qu'il y a des plans sociaux et appeler ceux qui sont concernés à une forme d'optimisme en permanence. Ouais. Par contre, ça montre que nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie, que les outils mis en place sont efficaces. Et il faut aller plus loin, il faut que les entreprises reprennent leur activité, il faut que l'État soit présent, et nous le sommes, avec le plan de relance. Il faut que les Français consomment. Il y a une épargne qui était accumulée pendant la période de confinement. Comment on fait On revient à ce principe de confiance, et je le répète. Oui, mais on est tous masqués. On voit qu'Israël reconfine pour 3 semaines, que l'OMS dit que l'automne sera dur. Mais on est aussi le pays, c'est l'OCDE qui le dit, le pays qui a le mieux protégé ses salariés et le revenu des salariés. Parce que nous avons mis en place les dispositifs que j'ai déjà évoqués. Et donc, nous avons protégé le pouvoir d'achat, nous avons protégé les revenus, et nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de reconfinement général et que l'activité économique reparte en tenant compte des contraintes sanitaires que nous impose ce virus. Ouais. Vous nous garantissez, là, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Français d'ici la fin du mandat? Les choses sont claires. Non seulement nous ne voulons pas de hausse d'impôts, mais nous avons même confirmé les baisses d'impôts. Et nous avons confirmé que nous irons au bout de la baisse et même de la suppression de la taxe d'habitation. Au mois d'octobre 2020, pour 80% des Français, il n'y a plus de taxe d'habitation. Et à partir de l'année prochaine, pour les 20% restants, elle va commencer à baisser. Nous ne remettons l'année prochaine, donc 2021, sur 3 ans. Nous ne remettons pas, c'est cela. Nous ne remettons pas en cause la baisse d'impôt sur le revenu qui a été actée l'année passée. Et nous avons confirmé auprès du monde économique à la fois que nous maintiendrons la baisse de l'impôt sur les sociétés telle que la trajectoire avait été arrêtée les années précédentes. 25% en 2022. Et nous ouvrons le chantier de la baisse des impôts de production. Donc nous ne voulons pas créer d'impôts. Nous pensons que la meilleure façon de 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production en moins par an sur 2 ans. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Mais après, ça sera évidemment pérennisé. Vous ne pouvez pas dire aux entreprises que vous diminuez les impôts de production parce qu'ils ont un caractère anti-compétitif et ensuite les remettre en place. Ça serait un contresens et même une forme d'hérésie économique. Par contre, nous avons dit depuis le début qu'on ne répondait pas à une crise économique par l'augmentation des impôts. Et donc, nous ne voulons pas connaître ce qui s'est passé après la crise de 2008-2009 et qui s'était traduit par un choc fiscal qui avait très largement pesé sur les ménages. Nous écartons cela. Pour nous, la meilleure façon de retrouver des recettes pour l'État, c'est de faire en sorte que l'État, d'ici fin 2022, la France d'ici fin 2022, ait retrouvé son niveau de production de richesse et donc le niveau de recettes fiscales qui va avec. Ouais. Quand on dit ça, on oublie de dire que c'est sans compter la croissance qu'on n'aura pas eue sur 2020, 2021 et 2022. Oui, mais ça fait quand même 3-4% aussi, hein, c'est pas rien. Hein. Ce que nous connaissons là est un coup d'arrêt. Ouais. Un coup d'arrêt qui nous oblige à repartir et aller de l'avant. Et donc l'objectif, c'est de rattraper ce niveau de production, de rattraper ce niveau de richesse. Et évidemment que les années que nous connaissons sont des années de crise et il faut les affronter comme telles. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, on ne pourra pas être serein. Le vaccin sera évidemment une avancée assez incroyable et très attendue par tout le monde. Quand est-ce que le vaccin arrive? Seuls les spécialistes pourront peut-être vous le dire. Le directeur général de Sanofi, que j'ai reçu, en tout cas, je ne suis pas spécialiste pour ça. m'a dit avril-mai, lancement mondial. Ce sont ses propos. Il s'y connaît mieux en pharmacie et en vaccin que moi, c'est une évidence. Bon, vous parlez des plans sociaux, Olivier Dussopt. Philippe Martinez nous a dit ce week-end les 3/4 des plans de restructuration, donc des plans sociaux, n'ont absolument rien à voir, mais rien à voir avec le Covid. Est-ce qu'il a raison? Alors, au-delà du chiffre, sur l'effet d'aubaine, il n'y a pas, quand on voit
Auchan, voilà. Est-ce que la distribution va mal pour supprimer 1400 postes? Est-ce que General Electric, en France, dans les activités du renouvelable, des réseaux électriques, 750 emplois en ligne de mire, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'il n'y a pas des effets d'aubaine? Je ne sais pas si on peut parler d'effet d'aubaine, parce que je ne connais Parce que pas la crise n'a pas bon dos. Je ne connais pas de chefs d'entreprise qui prennent plaisir à licencier. Ce que je sais, c'est que des entreprises qui se restructurent, qui se réorganisent, qui s'adaptent à de nouvelles technologies, cela a toujours existé, cela existera, et il y a parfois des conséquences sociales qu'il faut atténuer le plus possible. Il faut aussi penser la formation, penser la reconversion, pour faire en sorte que tout notre appareil d'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi soit au niveau en termes de reclassement et permette d'accompagner les mutations de l'économie. Je sais surtout que cette année, il y a une crise économique majeure, que des entreprises ont des difficultés de trésorerie, des difficultés de carnet de commandes. Dans les secteurs sinistrés, j'entends, après, encore une fois, est-ce que vous admettez qu'il y a des entreprises qui profitent de l'épidémie pour réduire les coûts et donc annoncer des plans sociaux dans des secteurs qui vont pas si mal que ça? Ça se passait aussi avant qu'il y ait une crise épidémique et avant qu'il y ait un virus. Je disais, il y a toujours eu des réorganisations, des restructurations et la recherche d'une Donc vous admettez qu'il y en a sur le principe? Sur le principe, oui. Après je laisse à M. Martinez ses évaluations, je ne les partage pas. J'ai bien compris. Et si vous deviez évaluer, vous pourriez impossible à dire, ou c'est mineur, c'est ultra minoritaire, ou peut-être que c'est pas... Je pense que c'est mineur et qu'aujourd'hui, l'immense majorité des entreprises se débat pour faire face à la crise et garantir son carnet de commandes. Évidemment, pour rebondir, on sait que c'est pour rebondir qu'elles font ça. Mais encore une fois, je prends le cas d'Auchan. Ça vous pose un problème, le cas d'Auchan? Je ne connais pas suffisamment le plan que prépare Auchan pour porter un avis dessus. Et donc j'ai entendu évidemment les annonces de suppression d'emplois. Je sais que mes collègues du gouvernement, de ce qu'on appelle l'équipe Bercy, sont mobilisés, souhaitent accompagner au maximum la reconversion et le maintien de l'emploi à chaque fois que c'est possible. Mais je ne crois pas, à l'inverse peut-être de celui que vous citiez, je ne crois pas qu'il faille mettre cette période de crise à profit pour jeter l'opprobre sur tel ou tel secteur ou sur telle ou telle entreprise. Ouais. Après, la question qui se pose, c'est effectivement que peut faire le gouvernement. C'est les gens qui nous regardent, qui disent effectivement, mais que fait le gouvernement pour justement empêcher ceux qui ne sont pas indispensables? C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous faites au-delà de Bruno Le Maire qui a poussé un coup de gueule, on comprend, voilà, mais au-delà d'hausser le ton? Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'un État, en France en l'occurrence, a, dans les dernières années, dit qu'il pouvait empêcher les licenciements et empêcher les restructurations? La réponse est non, parce que ça s'appelle d'abord la libre entreprise et c'est un principe auquel tout le monde est attaché, presque tout le monde en tout cas. Après, on peut conditionner, vous voyez venir, on peut conditionner les aides, les baisses d'impôts de production, les aides, le chômage partiel. La contrepartie, c'est que vous ne licenciez pas. Je répète, nous sommes dans une situation, dans une période où nous faisons face à une crise économique. À chaque fois que nous le pouvons, nous faisons en sorte de diminuer les effets sur l'emploi, de préserver l'emploi, de le maintenir. Nous avons proposé pour les entreprises en difficulté le dispositif d'activité partielle de longue durée pour les aider à passer le cap. Nous avons mis en place des prêts garantis par l'État pour la trésorerie et nous travaillons pour que ces prêts ne soient pas remboursés à court terme, mais plutôt à horizon de 3 à 5 ans et avec des taux qui sont encadrés. Nous prévoyons dans le plan de relance... 2,5%. Ouais, exactement. Nous prévoyons dans le plan de relance des prêts participatifs garantis pour aider les entreprises à obtenir ainsi des quasi-fonds propres et faire face à la crise. Ça, il faudra m'expliquer. J'ai posé la question à Bruno Le Maire, il me dit que c'était pas arbitré quand on était au MEDEF, c'était maintenant il y a 15 jours, j'ai eu le patron de la BPI vendredi. Il faut m'expliquer simplement. Imaginez que je sois un enfant, c'est un peu le cas. Comment ça marche, ces prêts participatifs? Parce que c'est quand même très intéressant. 3 milliards d'euros prévus aujourd'hui dans le plan de relance. Dans le plan de relance. Donc 3 milliards d'euros sont des outils, donc en gros l'entreprise des prêts qui ont vocation à être remboursés, en tout cas uniquement quand la situation de l'entreprise va bien. Et ça permet de garantir aux entreprises un apport qui est assimilé à du quasi-fonds propre. Sauf que derrière, ce sont des investisseurs privés qui vont acheter ça, des institutionnels. Et l'État va garantir. Et pour que ces investisseurs privés en achètent, il faut que le taux d'intérêt afférent soit intéressant, donc un peu élevé, et donc cher pour l'entreprise. Oui, mais c'est pas simple non plus. Vous pouvez aussi contrebalancer la nécessité d'avoir un taux intéressant, pour reprendre votre terme, par le fait que l'État apporte sa garantie. Et parfois, lorsque vous êtes investisseur et que vous souhaitez, ou que vous acceptez de prêter à une entreprise, vous pouvez aussi accepter de prêter à un taux moins élevé s'il y a une garantie apportée par l'État pour éviter les défaillances. C'est ce que nous avons fait dans le cadre du PGE, le prêt garanti par l'État, et là, dans le cadre des plans de relance et des prêts participatifs, ça fait partie des discussions qui sont encore en cours. Et ce n'est pas arbitraire. Dans ce débat sur le plan de relance, Olivier Dussopt, c'est intéressant parce qu'on se dit que le plan de relance, l'objectif, effectivement, c'est de retrouver notre niveau de prospérité en 2022, mais on aurait pu imaginer des mesures qui soient plus chocs, entre guillemets, qui soutiennent plus l'activité, la relance, justement, le rebond sur 2021. Est-ce que vous préparez l'avenir avec de l'investissement, de la modernisation, décarboner l'économie. La transition écologique, le fait de reconstruire des filières industrielles qui soient souveraines. Voilà, ça c'est bien, mais c'est après-demain. J'ai envie de dire, demain, pour
avoir un effet plus important sur la croissance, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et je ne parle pas seulement de dire faire des chèques aux Français pour qu'ils le dépensent, parce qu'ils ont déjà 85 milliards d'euros de bas de laine en matière d'épargne. Il n'y avait pas autre chose à faire. C'est une question qu'on se pose. Je crois qu'il y a des choses que nous faisons surtout. Quand j'évoquais la question des prêts garantis par l'État, c'est l'assurance d'avoir la trésorerie nécessaire. Je ne reprends pas ce que je disais sur l'activité partielle de longue durée qui garantit à la fois le maintien de l'emploi, des compétences et de l'essentiel du revenu pour les salariés. Qui coûtera combien en rythme de croisière? On est sur une estimation entre 7 et 10 milliards pour l'année prochaine, mais notre objectif est qu'à terme, d'ici la fin du plan de relance, le retour de l'activité permette de voir ce dispositif s'éteindre. Par contre, je ne laisse pas dire qu'il n'y a rien pour accompagner la relance tout de suite. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas d'autre. Peut-être en faire plus sur 2021. Depuis le 1er septembre 2020, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous embauchez un salarié de moins de 26 ans, 4 000 €. Vous avez droit à une prime. Lorsque vous embauchez un apprenti, qu'il soit mineur ou majeur, vous avez droit aussi à une prime à l'embauche. Lorsque, comme particulier, vous souhaitez et que vous pouvez renouveler votre automobile en allant vers un véhicule qui soit plus respectueux de l'environnement. Il y a encore des primes de transition que nous avons maintenues, de conversion, un peu moins intéressantes qu'au mois de juillet. Pourquoi ne les avoir prorogées au-delà des 200 000 Parce que même s'il y a des limites et que parfois il y a des questions budgétaires qu'il faut prendre en compte et que les objectifs que nous avions fixés ont été atteints. Je crois que Bruno Le Maire a eu l'occasion de rappeler qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, nous avions retrouvé le niveau d'activité dans le secteur de l'automobile que nous connaissions avant la crise. Donc l'objectif était atteint. Ah bon? De la même manière... On est à moins 20, moins 25 sur les ventes auto depuis le début de l'année? Sur l'année totale. Oui. Mais la comparaison de mois à mois, le mois de juin 2020 était comparable au mois de juin 2019. Où tu étais moins bon? Où tu étais un peu moins bon, comme souvent en période de vacances, et c'est assez logique. Et par ailleurs, nous sommes en train d'élargir le bénéfice de MaPrimeRénov' pour accompagner la rénovation thermique des logements privés, y compris en l'ouvrant au 8e et au 9e décile, qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par ce dispositif d'aide, alors qu'ils concentrent 50% des chantiers et que nous voulons mettre un coup de booster dans ce domaine-là. 2 milliards d'euros. On se quitte là-dessus, juste une raison d'être optimiste et une raison de ne pas l'être. On va commencer par la raison d'être moins optimiste. C'est la situation sanitaire, et c'est l'occasion pour moi d'appeler ceux qui nous écoutent à véritablement faire attention. La meilleure façon d'éviter le reconfinement général, c'est de respecter les préconisations, de respecter les protocoles. C'est contraignant, mais c'est d'une certaine manière... On l'a fait nous-mêmes hors antenne, dans le studio. Nous étions masqués, nous avons quitté le masque uniquement pour rentrer dans le studio, et nous sommes à une distance suffisante pour nous autoriser cela. Même je refile un peu. Il faut y faire extrêmement attention. Et la raison d'être optimiste, c'est ce que nous avons dit pendant cet échange. Il y a une activité qui repart. Il y a une envie de rebondir. Mais l'INSEE a dit que la reprise sera plus lente que prévu. Et il y a des outils, le plan de relance, pour faire en sorte de l'accompagner et de soutenir l'économie française. C'est ce qu'on souhaite évidemment ardemment. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.